Eh bien, c'est parti. Hem, on est là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Je vois que Hello vous êtes Philippe. déjà, pas mal connectés. Alors on a eu un petit peu de retard, lié à des soucis techniques, mais pas de souci, ça a permis aux dernières personnes, d'arriver. Hem et ben, écoutez, je vous propose qu'on passe, un petit moment ensemble, là, sur un sujet, toujours aussi palpitant, hein, les retraites. En tout cas, le on pourrait appeler ça aussi d'ailleurs le salaire du reste de votre vie. C'est un peu Hem ça. et on va essayer de vous donner quelques clés aujourd'hui essentielles, justement pour maintenir votre niveau de vie, hem, une fois que vous aurez effectivement arrêté de travailler. Alors quelques petits points, après je nous présenterai un petit peu et si vous ne nous connaissez pas déjà, quelques petits points d'organisation pour ce moment qu'on va passer ensemble. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de donner votre avis à la fin du webinaire. C'est super important pour nous, que ce soit positif ou négatif, hein. D'ailleurs, comme avis, il y a pas de sujet. Si c'est négatif, on prendra la remarque pour, nous améliorer. Si c'est positif, ça nous fera toujours plaisir. Vous avez un chat sur la droite, qui vous permet de poser des questions. On essaiera, autant que possible, d'y répondre en live, en fonction du nombre, en fonction de la je dirais, de la technicité de la question. Si c'est pas le cas, bien sûr, on les note de toute façon et on se fera un plaisir de vous revenir, ultérieurement à la fin du webinaire. Vous Ouais. aurez quelques petits sondages, par-ci par-là, au fur et à mesure, qui nous permettent effectivement de rendre, la présentation un peu plus fluide et puis de savoir un peu où vous en êtes vous de votre côté. Et enfin, heu, on fait régulièrement des webinaires puisqu'en fait tous les 15 jours, effectivement notamment les mardis, on fait des webinaires sur des sujets, patrimoniaux. Hem, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Webikio et à nous suivre, pour continuer à développer votre patrimoine et à vous poser, des bonnes questions. Hem, Aujourd'hui, c'est pas la première fois que vous le voyez si vous nous suivez. Je suis avec Alexandre Gélin, qui est notre expert du jour. Salut Alexandre, je te laisse te présenter, un petit peu. Ouais, bah écoute, merci Philippe pour l'introduction. Donc effectivement, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir d'animer un webinaire à tes côtés. Donc moi, effectivement, je suis directeur de l'agence LEA Finance de Bordeaux. Donc on aura peut-être l'occasion de parler du groupe, en tout cas peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, moi, voilà, ça fait plusieurs années que je suis dans ce corps d'activité, en tout cas un peu plus de 6 ans. J'avais aussi plutôt une capacité, on va dire, juridique à l'origine, puisque j'ai fait aussi des études dans le monde du notariat. Donc voilà, plutôt des sujets transversaux, en tout cas. Top, moi aussi. C'est un point qui nous a ralliés, rapidement. Donc oui, on parlera un petit peu du groupe. Alors moi, je suis cofondateur de Bonjour Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Toulouse, directeur de la stratégie digitale du groupe Rain, que je vous présenterai après effectivement, éditeur de la plateforme média, gestiondepatrimoine.com. Rapidement pour nous présenter, pour présenter la plateforme, donc c'est une vitrine de gestiondepatrimoine.com, c'est une vitrine pédagogique, omnicanale, hein, donc sur plein de sujets, plein de verticales, plein de thématiques différentes, pour appréhender la gestion de patrimoine avec du contenu, que l'on espère à forte valeur ajoutée, pour vous permettre d'appréhender tout ça parce que, ça peut être parfois un métier un petit peu difficile, des sujets difficiles donc du coup, on essaye de vulgariser et de rendre, effectivement le plus pédagogique possible, que ce soit sur des articles, sur des livres blancs, donc des guides, des podcasts. On avait enregistré effectivement un podcast, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec, un de nos partenaires, pour le coup sur, les erreurs, les qu'on peut trouver, sur notamment des relevés individuels de situation. On y reviendra, tout à l'heure. Et enfin, on peut faire effectivement des vidéos, des webinaires, comme on le fait aujourd'hui. Alors tu as raison Alexandre, on va parler un petit peu du groupe, le groupe Rain, effectivement c'est un des Big 10 entre guillemets un groupe national, de cabinets de CGP, Ouais. avec une particularité, c'est d'être vraiment présent, à Paris
et en province pour vraiment, voilà, toujours que vous ayez un expert à proximité C'est pour la ça. gestion de votre patrimoine. Donc, Alexandre disait effectivement Bordeaux, il y a d'autres villes Il y a pour d'autres LEA villes, ouais. Finance. Je te laisserai présenter un petit peu, mais sur le groupe, voilà, à peu près aujourd'hui 2,2 milliards d'encours sous gestion et plus de 250 collaborateurs. 8 cabinets avec, pour certains, effectivement, dont LEA Finance, des succursales provinciales, entre guillemets. Donc, voilà, si tu veux dire un petit mot supplémentaire, Alexandre. Ouais, effectivement. Donc moi, je fais partie d'un des cabinets du groupe, hein. Aujourd'hui, on va dire qui est le cabinet historique du groupe, donc LEA Finance. Aujourd'hui, bon voilà, ce que tu disais, on a pas mal d'encours sous gestion. On a à peu près accompagné plus de 10 000 clients depuis l'origine. On est un cabinet en architecture purement ouverte, hein, c'est l'ADN du groupe. Donc être en capacité de travailler avec tout le monde, en tout cas pour aller créer des solutions sur mesure pour nos clients. Que ce soit sur des sujets de retraite comme on va aborder aujourd'hui ou sur d'autres sujets un petit peu plus transversaux et plus profonds. Et on a gardé effectivement cet ADN d'avoir une proximité avec nos clients. Alors la proximité, bien évidemment, géographique aujourd'hui, mais une proximité en faisant régulièrement effectivement des points avec eux. Donc nous, c'est vraiment l'ADN au sein du groupe et d'être en capacité surtout de les accompagner sur des sujets qui les concernent et pas sur des solutions maison, puisqu'on est un vrai cabinet de conseil et qu'on n'a pas, en tout cas, construit des solutions à notre effigie, en tout cas. Top. Super, écoute, merci pour cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de lancer un petit sondage pour savoir où vous en étiez, vous, concrètement, avec ce sujet de la retraite. Alors, Charline, qui est avec nous aujourd'hui, qui s'est présentée effectivement tout à l'heure, vient de lancer le sondage. Alors, la question, c'était simplement où en êtes-vous, en fait, de la préparation de votre retraite? Bon, alors là, je ne sais pas si on pourrait oser répondre à la question A, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors ça, c'est vous venez d'une autre planète, vraisemblablement, mais c'est possible, hein. Ou alors, j'y pense, mais j'ai encore rien mis en place. Effectivement, ça, c'est des sujets qui peuvent arriver, c'est des situations qui peuvent arriver. J'ai commencé à investir, épargner, ou je suis suivi déjà par un conseiller en gestion de patrimoine, ou en tout cas par un expert qui m'aide à préparer ce futur, votre retraite. Donc voilà, il y a un petit sondage, CCC, ah oui, effectivement. Et c'est vrai que on voit hein, clairement, je sais pas toi, de ton côté, Alexandre, par rapport aux clients que tu peux accompagner, mais aujourd'hui, la question, elle arrive très vite et très tôt, et vraiment de plus en plus tôt, hein. C'est assez fou d'ailleurs. Alors, c'est effectivement le cas de gens qui s'en préoccupent de plus en plus, là où on a pu voir à une période des gens voilà, qui étaient plutôt entre 25 et 35 se dire que finalement la retraite était très loin et que c'était un sujet plutôt vague et duquel ils s'occuperaient beaucoup plus tard. Là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, un petit peu comme à l'anglo-saxonne, de se dire que oui, effectivement, on est sur un système, aujourd'hui, on en parlera de répartition, donc sur lequel on va compter un petit peu les uns sur les autres, mais qui tend quand même de plus en plus à aller vers la capitalisation, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est pris à bras le corps et en même temps, l'actualité nous aide ou pas à aller vers ce sujet de plus en plus rapidement. Et surtout essayer d'y voir clair. Alors, sur les réponses, on a effectivement 21% des participants y pensent, mais encore rien mis en place. 60% ont déjà commencé à investir et effectivement 19% sont déjà suivis par un CGP ou par d'autres professionnels en tout cas. Donc voilà. Donc déjà, vous êtes avertis et c'est plutôt cool. On a effectivement aucun martien parmi les personnes présentes. Donc Bon, c'est rassurant déjà. c'est une bonne nouvelle. Voilà un petit peu le plan des 4 piliers qu'on va évoquer avec vous aujourd'hui. Anticiper tôt, investir intelligemment, c'est un petit peu ce que 60% d'entre vous ont déjà commencé à faire. Ouais. Optimiser avec les leviers fiscaux, remettre en question son risque, on y reviendra, le relevé individuel de situation et ensuite faire appel à des professionnels. Donc voilà un petit peu les 4 sujets qui vont nous animer là sur l'heure qu'on va passer ensemble. Écoute, je te propose de démarrer directement sur le premier, anticiper tôt et investir intelligemment. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, dans tous les cas, anticiper tôt et investir intelligemment, je pense qu'on va revenir assez régulièrement dessus aujourd'hui. On le voit et ça va faire assez écho
finalement au principe même de la retraite, c'est que finalement, on va parler d'effort d'épargne, on va parler de montant mobilisable. Et ce qu'on va voir, c'est que plus on va avoir tendance à le faire tôt, alors avec un objectif qui peut être défini dès le départ ou un objectif qui peut se préciser avec le temps, plus finalement l'effort qu'on va pouvoir y mettre sera finalement minime. Plus on va se rapprocher finalement de soit de la date cible, soit effectivement du montant qu'on va vouloir atteindre, eh bien plus l'effort va être conséquent et donc on va se retrouver parfois soit un petit peu étriqué par cet objectif-là, soit tout simplement dans l'incapacité de le faire. Ça doit t'arriver aussi régulièrement avec tes clients qui viennent te voir alors des fois 5 ans, 10 ans avant l'âge de la retraite et puis qui ont presque l'impression qu'on a une baguette magique et qu'on sera capable de transformer alors un effort d'épargne, on va dire, plutôt mesuré et un capital un peu mesuré en une prouesse importante. Et malheureusement, on voit que l'anticipation, ce dont on va parler, et le fait que le placement doit être judicieux est plutôt important. Carrément, carrément, carrément. Et je pense qu'on va relancer peut-être une partie de sondage, donc de savoir un petit peu aujourd'hui avec les gens qui nous suivent, justement, selon vous, à quel âge faut-il commencer à préparer sa retraite? Alors aujourd'hui, on n'a pas de réponse tout de suite très stricte à vous donner. Il n'y a pas un âge fatidique auquel il faut le faire et un autre âge auquel ce serait pas forcément bien de le faire. Et on va voir finalement que suivant l'âge, suivant la période, suivant en fait finalement pas mal de choses, eh bien ça va faire évoluer plus ou moins la tendance. Oui, ça dépend un peu de la situation professionnelle, de la situation patrimoniale globalement, parce qu'on peut s'y prendre tard, mais dans ce cas-là, il faut des gros moyens, ou alors on s'y prend plus tôt et dans ce cas-là, on va travailler sur des flux en fait. C'est ça qui fait, un petit peu le sujet parce qu'un chef d'entreprise peut très bien, s'y prendre, à 60 ans, s'il vend effectivement sa boîte alors que, un salarié, a plutôt intérêt, en tout cas, à commencer un peu plus tôt en travaillant sur ses flux que sur le stock de patrimoine. Exactement. Exactement. Donc, ça va dépendre vraiment de la situation individuelle. Et puis, ça va dépendre aussi, et ça, on pourra en reparler, mais un petit peu de ce qu'on appelle l'évolution, on va dire, entre les revenus et les dépenses. Et on voit effectivement que durant une vie, il y a des chocs de trésorerie, l'achat de la résidence principale, les études des enfants, le fait aussi parfois de changer d'activité professionnelle, monter une société, etc. Ça provoque des chocs de trésorerie. Donc, c'est pour ça que l'anticipation et la planification sont des sujets qui sont plutôt importants, notamment quand on pense à l'après et notamment à la retraite. Carrément, carrément. Effectivement, vous êtes 51% présents à répondre dès les premiers revenus, 16% dès 30 ans, 28% vers 40 ans et que 5% après 50 ans. Donc, ouais, vous avez le réflexe de dire, voilà, commencez le plus tôt possible en fait. Exactement. Bon, c'est plutôt, en tout cas, une bonne nouvelle et ça va aller un petit peu dans le sens de ce qu'on va évoquer par la suite en réalité par rapport à ces sujets-là. Si on parle justement d'anticiper le futur, c'est ce qu'on disait, c'est optimiser finalement son temps, optimiser son capital. Nous, on a régulièrement tendance à dire à nos clients que finalement le temps est notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi finalement. C'est notre meilleur ami quand on a justement du temps devant nous et que, notamment si on parle d'activité professionnelle, il en reste encore plus devant qu'il n'en est passé. Et ça peut être dans certains cas, alors encore une fois, c'est dans des situations individualisées, mais ça peut être notre pire ennemi en se disant que finalement, une grosse majorité est plutôt dans le rétroviseur et derrière nous et que le reste, entre guillemets, encore à accomplir sera peut-être pas suffisant en termes de capacité afin d'avoir finalement la situation rêvée. Parce que la retraite, elle se voit de deux manières. Soit on s'est plutôt dit qu'on allait en profiter en activité et donc à la retraite, on accepte volontairement de subir, on va dire, un petit peu un écorchement de ses capacités, de son rythme de vie et un petit peu ce qu'on a envie de faire. Soit à l'inverse, on a plutôt envie de se dire que sans forcément avoir à serrer la ceinture, on va faire un petit peu des efforts sa vie durant pour pouvoir profiter un peu plus paisiblement ou en tout cas idéalement de la manière dont on a conçu la retraite. Et tu dois le voir peut-être aussi parfois en rendez-vous. Moi, la question que je pose à mes clients, c'est pas qu'est-ce que vous voulez en termes de capital à la retraite, c'est difficile de se projeter.
Voilà, exactement. Par contre, ce que je leur demande, c'est pour le coup, comment vous la visualisez? Est-ce que vous la visualisez en camping-car en faisant le tour des États-Unis parce que c'est votre rêve? Est-ce que vous la visualisez 6 mois à l'étranger? Est-ce que vous la visualisez en pratiquant une activité qui est l'activité de vos rêves mais que vous n'avez pas le temps de pratiquer aujourd'hui? C'est plutôt souvent des projets qui vont être un peu édictés. Est-ce que vous la voyez au Pays Basque, au bord de l'eau, parce que vous habitez du côté de Lyon, mais c'est des racines familiales qui sont là-bas. Donc, ça permet aussi un peu de se projeter et sans forcément mettre un montant tout de suite défini dessus, on arrive à se rendre compte si finalement le projet final est plutôt cohérent avec les moyens qui ont été mis en place et mobilisés en réalité. Ouais, c'est sûr que effectivement faire le tour du monde 6 mois par an versus faire une retraite canapé Ouais, entre guillemets, c'est pas du tout le même besoin de financement. Ça c'est très clair, très clair, bah, très clair. c'est à peu près ça, hein. Et puis de toute façon, on se le dit, et c'est une phrase que j'aime bien dire aussi à nos clients, c'est finalement la retraite, c'est ni plus ni moins qu'un week-end de 7 jours. Donc en réalité, vous la vivez déjà durant toute votre vie, hein, pendant 2 jours. Bah, imaginez que ce soit la même chose pendant 7 jours, avec bah, voilà, du temps de libre, avec bah, des envies peut-être un peu plus prononcées. Et donc, moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il y a plusieurs choix. Soit vous avez les moyens de vos ambitions et de pratiquer vos activités, de faire vos différents loisirs, soit finalement, il y a que finalement peu d'activités qui coûtent pas très cher, hein. Lire un livre, effectivement, si on le possède déjà, coûte pas très cher. Regarder le ciel ne coûte pas très cher non plus. Quoique finalement, on a une fiscalité de plus en plus importante en France, donc il y a peut-être des choses qui seront amenées à évoluer. Mais globalement, ça permet quand même d'avoir une vision sur ce vers quoi on a envie de se projeter, en tout cas à l'avenir. Ouais, ça c'est un des gros travail, c'est souvent entre guillemets la prise de conscience du capital à atteindre en termes de pédagogie qu'on peut avoir avec nos clients. C'est vraiment de la visualisation de masse en disant bah voilà, hein, c'est pour un objectif de revenu, entre guillemets, ou un objectif de capital qui peut générer de revenus, combien entre guillemets, il faudrait mettre aujourd'hui pour arriver à votre objectif. Et c'est vrai que ça, c'est de la pédagogie financière qu'on peut avoir. Bien sûr, et on le met effectivement dans notre présentation, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. On peut avoir envie, la conviction de se dire que 100 000 euros ou 150 000 euros, soit en capital, soit en rente d'une manière différente, pourraient suffire à l'atteinte de nos objectifs dans 20 ans. Entre-temps, il y aura une inflation. Et donc, on sait très bien, hein, de manière très claire, les 100 000 euros d'aujourd'hui seront peut-être l'équivalent de 85 ou 80 000 euros demain. En prenant des choses très concrètes, hein, une baguette de pain, l'évolution du prix de l'essence, de l'électricité et d'autres sujets du même type. Mmh. Ouais, carrément. D'ailleurs, on le voit là hein, sur un exemple. Alors, c'est plus sur la construction du capital à atteindre par rapport un petit peu, si on revient et qu'on met en perspective le sondage qu'on avait fait. Euh, avec le même objectif aujourd'hui d'atteindre un capital de 100 000 euros pardon, à 64 ans, hein, bon, taux de rendement c'est basique à 3%, mais entre guillemets, c'est qu'une variable de l'équation. Si vous commencez à 55 ans, bah, au final, il faut verser plus de 800 euros par mois. Alors que si effectivement vous commencez à 30 ans, bah, pour atteindre ce même capital, il vous faut verser que, entre guillemets, 160 euros quasiment. Donc, on voit vraiment l'écart de l'effort en fait à réaliser pour atteindre le même objectif. Et c'était tout à fait ce que tu disais tout à l'heure. Le temps, voilà, ça peut être le meilleur levier comme le pire. Et là, clairement, bah, c'est les deux à la fois, en fonction de quand est-ce qu'on s'y prend. Donc, c'est très clair. Exactement. Donc là, le phénomène qu'on voit, qu'on touche un petit peu du doigt, c'est simplement un phénomène mathématique qui est la capitalisation financière. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, paraît que Einstein disait que la capitalisation financière était la 8e merveille du monde. Bon, voilà. Ça peut en faire partie. Certains l'ont dit, certains ont décrié cette phrase, mais voilà, clairement, il y a un sujet hein, sur les intérêts composés. Donc, c'est les intérêts qui génèrent des intérêts, forcément. Et quand on le visualise en suivant effectivement derrière, on voit clairement, hein, c'est clairement ça. Pour atteindre le même objectif, on voit la cote-part intérêt et la cote-part versement pour atteindre le même capital. Donc, l'anticipation, c'est vraiment ce qui vous permettra au mieux d'atteindre vos objectifs avec le minimum d'efforts à partir du moment en fait, où on va commencer, tout simplement. C'est exactement ça, et on le voit là entre 30 et 55 ans, donc sur 25 ans effectivement d'écart, on voit que le temps
là en l'occurrence serait un très bon ami en commençant à 30 ans, a un effet levier qui est extrêmement important. Quand on voit la différence effectivement d'intérêt capitalisé sur une période de 25 ans et finalement le peu d'intérêt capitalisé sur une période de 55 ans, on voit effectivement que l'anticipation et la planification de la retraite a un intérêt dès effectivement le plus jeune âge. Et avec, pour le coup, un effort d'épargne qui est presque 7 fois moins important d'un bout à l'autre. Il y a quand même, bon, là on a pris effectivement un rendement basique qu'on pourrait presque assimiler à un rendement de fonds euros, voilà, tout simple. On pourrait le retraiter de l'inflation. Effectivement, encore une fois, ça reste des mathématiques financières. Mais par contre, le sous-jacent, derrière, il y a quand même un vrai levier. C'est ça. Et on a une question d'ailleurs qui nous est posée par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, quelle est la fourchette de capital à constituer selon vous pour compléter la retraite? Ça dépend de ce que vous voulez. Ouais. C'est là où notre métier démarre. C'est exactement ça. Et souvent, il y a quand même un cas qui ressort. Alors, la réponse, elle peut se faire en 2 temps. La première serait, bien évidemment, ça dépend de chacun et on n'aura pas un chiffre, bien évidemment, sorti, on va dire, du chapeau à donner précisément. Mais j'ai tendance à dire qu'un bon exercice pourrait être aujourd'hui de prendre la situation en activité, de prendre l'ensemble des charges, impôts compris, bien évidemment, de regarder le reste à vivre et de faire un calcul à la retraite, parce que souvent, ce qui nous est dit en rendez-vous et ce qui est plutôt finalement, alors dans un premier temps, paraît logique pour nos clients, mais devient vite finalement assez illogique, c'est de se dire oui, aujourd'hui j'ai un revenu de temps, j'ai X% de charges, en général une trentaine de pourcentage de charges vis-à-vis des revenus. Et quand j'arriverai à la retraite, eh bien, mon revenu aura diminué, mais j'aurai plus de charges, j'aurai plus de crédit. Ça, c'est une vérité. Pour le coup, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que malgré tout, les revenus étant été divisés souvent par 2, même si les charges ne sont plus là, le reste à vivre est quand même finalement plus faible. Donc, je dirais, quelle est la partie effectivement de reste à vivre qu'il faut constituer pour recompléter en tout ou partie la différence d'activité versus la différence à la retraite et quels sont effectivement les objectifs à poursuivre. Mais souvent, c'est un bon exercice parce que ça permet de se rendre compte que même si on a X milliers d'euros de crédit en activité et qu'on ne les aura très certainement plus à la retraite, finalement, le fait de diviser ses revenus par 2 a un impact qui est beaucoup plus important que de simplement terminer le remboursement de ses crédits, tout en sachant que il y a quelque chose qui ne s'arrêtera pas, les crédits ayant été enlevés, c'est le besoin de se loger, de se nourrir, de s'habiller, de voyager. Et on en parlait tout à l'heure avec de l'inflation. Donc, c'est aussi un paramètre duquel il faudrait tenir compte. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de montant précis qu'on pourrait vous donner, mais qu'une étude plus approfondie permettrait en tout cas de commencer à décortiquer ou à décanter quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est tout à fait, tout à fait juste et pertinent. Il y a une question sur l'inflation, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, il y a pas et puis en plus, il n'y a pas qu'une retraite. Effectivement, l'analyse budgétaire est tout à fait juste. Mais en fait, il y a plutôt 3 retraites. Il y a la lune de miel. Effectivement, c'est voilà, vous venez d'arrêter et vous êtes encore en forme physiquement et tout va bien, etc., etc. Après, il y a une période un peu grise, flat, où effectivement, on commence à être un peu moins en forme, un peu moins dynamique, on fait un peu moins d'activité, etc. Et ensuite, effectivement, et ça, on le voit quand même arriver de plus en plus, c'est des questions de dépendance, c'est des questions de soins, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut anticiper. Donc, en vrai, il n'y a même pas une retraite, il y a des retraites, et c'est vraiment là où l'accompagnement de professionnels me semble important pour pour pallier derrière ensuite à tous les scénarios possibles. Et d'ailleurs, on le voit aussi, tu le dis à très juste titre, en réalité, les gens qu'on accompagne, on va dire, avant la retraite, mais très souvent à la retraite ou après, en fait, c'est les gens qui font évoluer presque le plus leur stratégie patrimoniale, puisque, je vais prendre un exemple très large, entre 60 et 85 et plus, bien évidemment, la stratégie a énormément évolué pour plein de raisons. Pour des raisons de revenus complémentaires, pour des raisons de transmission, pour des raisons de dépendance, pour pas mal de sujets. Et tu as raison de le dire, dans une retraite, il y a plusieurs retraites et plusieurs périodes patrimoniales. Donc, c'est là où le fait d'être accompagné, le fait de faire évoluer ces stratégies, puisque ce qui est mis en place à un instant T n'est bien évidemment pas ancré et gravé dans le marbre. Et j'aurais même tendance à dire que penser qu'en ayant mis quelque chose en place en amont de sa retraite ou aux prémices de sa retraite serait presque la stratégie la moins pertinente dans la durée.
Ouais, la souplesse des stratégies patrimoniales, ça c'est vraiment clé. Il y avait une question que je trouvais effectivement intéressante. Est-ce que le fait de démarrer tard sa capitalisation réduit les risques liés à l'inflation? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu veux y répondre ou Est-ce que le si fait vous... de démarrer tard sa Ouais, capitalisation réduit les risques liés à l'inflation? Bah, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, puisque l'inflation, c'est quelque chose qui est quand même constant, hein. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. D'ailleurs, sur ces comptes courants, hein, l'inflation, c'est la perte effectivement de pouvoir d'achat, c'est pas une perte monétaire ou visualisable. Donc, je dirais que la commencer tard ne va pas vaincre l'inflation. Je dirais simplement que si c'est un petit peu comme un point d'entrée boursier, on arrive dans une période où l'inflation est un peu moins importante, comme le cas actuellement est un peu plus maîtrisé que la période Covid, post-Covid. Bon, est-ce que on l'a subi moins? J'ai pas tellement l'impression, mais je pense que non. Plus tôt on va commencer à capitaliser, plus tôt on va se prémunir de l'inflation, puisque on va à minima contrer l'inflation, c'est-à-dire placer son argent au moins à hauteur de l'inflation, si ce n'est plus, puisque aujourd'hui, notre métier n'est pas de simplement combattre l'inflation pour rester flat, c'est au moins de faire un peu mieux pour eh bien, protéger son argent de la perte effectivement de pouvoir d'achat dans le temps. mm, très clair. Ça fait la transition parfaite avec le slide suivant, parce qu'en fait, oui, effectivement, lutter contre l'inflation, mais lutter contre l'inflation, je dirais, c'est la base. Et puis, on pourrait même, pour rebondir par rapport à cette question-là, si vous commencez tard, entre guillemets, vous allez devoir mettre plus de moyens. Mais la question, c'est à ISO moyen sur la même durée, qu'est-ce que vous avez fait? Des moyens que vous n'avez pas utilisés précédemment. Et ça, voilà, on peut jouer longtemps sur ces sujets-là. Ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'était sur voilà, comment on lutte contre l'inflation. À minima, on investit sur quelque chose qui va reproduire l'inflation. Bon, bah, typiquement, aujourd'hui, un fonds en euros, c'est un tout petit peu mieux que l'inflation. Donc, vous n'avez pas gagné un gros pouvoir d'achat. C'est normal, c'est le but. Et les taux étaient plus élevés, l'inflation était plus élevée. On voit qu'il commence à redescendre. Voilà. C'est assez logique par rapport à ça. Par contre, effectivement, l'accompagnement que vous pouvez avoir de professionnels comme nous, bah, c'est voilà, de déterminer en fait une allocation patrimoniale qui vous permette, en fonction de votre horizon de temps, bien sûr, de votre profil de risque, etc., de sélectionner les classes d'actifs qui sont cohérentes en fait par rapport à votre patrimoine. Donc, c'est sûr que bah, là, on le voit hein, sur le graphique. Vous voyez, l'inflation, c'est une petite courbe avec des petits points rouges. Voilà. Globalement, sur les 50 dernières années, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le livret A, bah, il fait l'inflation. Voilà, c'est normal, c'est son job. Il ne faut surtout pas avoir l'impression de gagner de l'argent sur le livret A. Le livret A, c'est vraiment une réserve de liquidité au jour le jour, point. Il n'y a aucune stratégie patrimoniale à avoir sur le livret A. Et après, par contre, on commence à voir que, bah, en fonction, hein, le monétaire, bon, ok, c'est un petit peu mieux, les obligations, c'est un petit peu mieux, le fonds en euros, on voit que c'est un petit peu mieux, l'or, l'immobilier et les actions. Voilà, donc c'est vraiment la répartition, effectivement, de ces différentes classes d'actifs. Alors, le rendement sur 50 ans, vous voyez que ce n'est pas une ligne droite, hein, forcément, notamment sur les courbes actions, etc. Mais aujourd'hui, un marché action sur du MSCI World sur les 50 dernières années, donc qui est l'indice large monde equity, donc action, voilà, on est sur une performance annualisée de 7% à peu près net. Donc là, on combat effectivement largement l'inflation sur ces sujets-là. Après, il y a un double sujet, c'est en fait plus vous commencez tôt, plus vous pouvez prendre de risques, et plus vous prenez de risques, plus vous gagnez. Donc en fait, ça va indirectement un peu répondre à la question de Thalie tout à l'heure sur la corrélation inflation commencer tard. L'idée, c'est clairement commencer tôt, avec une bonne allocation et un bon accompagnement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi et je dirais même que effectivement il y a une notion de commencer tôt, il y a une notion effectivement de prise ou pas de risque puisque bien évidemment suivant l'intensité et la volatilité des investissements dans lesquels on va investir, il faut aussi une notion de patience, c'est-à-dire que et ça c'était plutôt Warren Buffett qui le disait à juste titre, finalement la patience des uns ou plutôt l'inverse, l'impatience des certains paye la patience des autres. Donc globalement si on parle du marché des actions, globalement, le fait d'être patient et de vivre les différents cycles qui vont se passer au cours du temps, et là, les 50 dernières années le représentent, mais on pourrait prendre les 10, même les 20 dernières années, hein, en l'occurrence,
permettrait, notamment dans nos objectifs de retraite à plus long terme, d'avoir une partie de l'allocation qui pourrait être conditionnée à l'intérieur. Et souvent, d'ailleurs, on le voit, sur une période de 10 ans, on va avoir un marché haussier entre 7 à 8 fois, pour un marché baissier 2 à 3 fois. Donc, effectivement, il faut être plutôt patient, ne pas être enclin à la prise de panique. Et je pense que le fait d'être accompagné et d'avoir un lien régulier et un accompagnement permet d'avoir une sérénité un petit peu plus importante. Ouais. J'essaie de suivre un peu. S'agit-il d'une croissance nette impôt? Alors, Nathalie qui nous pose la question, je vais tenter d'y Ouais. répondre, mais alors, dans l'absolu, non. Mais ça n'a pas forcément beaucoup. Enfin, si, ça peut avoir des impacts. Il faut savoir que à ISO placement, en fonction de l'enveloppe dans laquelle vous allez le mettre, donc à ISO sous-jacent, à ISO classe d'actifs, donc par exemple, reprenons notre exemple d'un marché action. Si vous le mettez dans un support en compte titre, par exemple, sur une enveloppe en compte titre, votre rendement il va être assez impacté parce que, in fine, les plus-values elles sont assez lourdement taxées. Et en plus, si vous, en cas de transmission, ça rentre en actif successoral, donc c'est là aussi assez taxé. Par contre, le même sous-jacent en assurance vie, avec une fiscalité beaucoup plus allégée et pas de frottement, parce que tant que vous sortez pas, il n'y a pas de fiscalité, et une fiscalité de transmission, en fait, à ISO sous-jacent, on peut avoir un rendement quasiment divisé par 2 si on se trompe d'enveloppe. Donc, pour répondre à Nathalie plus concrètement, non, ce n'est pas une croissance nette d'impôts, notamment dans notre graphique, mais par contre, après le job, c'est de trouver la bonne enveloppe pour limiter la pression fiscale. Et moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est en fait, on se bat souvent contre quoi? Contre l'inflation, contre la fiscalité et un peu soi-même, parce que des fois, on a des réflexes qui ne sont pas forcément liés à des profils investisseurs, hein, notamment, qui ne sont pas forcément des bons réflexes d'investisseurs, justement. Et notre job, c'est vraiment de vous accompagner sur ces sujets transversaux. Très clair. On a un autre, là on a parlé de placement financier, il y a aussi le sujet des placements immobiliers Bien sûr. en objectif retraite. Bien sûr. Je n'arrive pas. Attends. Pourquoi j'arrive pas à passer la slide? Si c'est bon. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot du coup sur les placements immobiliers? Alors, pour le coup, effectivement, sur l'immobilier, on peut aller assez rapidement et facilement sur le sujet de l'immobilier sans aucune contrainte. Ça fera partie justement d'un équilibre à rechercher dans sa stratégie patrimoniale. On dit souvent que l'immobilier marche, la stratégie patrimoniale marche sur deux jambes. Je dis toujours à mes clients, voilà, être unijambiste, c'est n'investir que d'un côté ou d'un autre. Et c'est mieux de marcher sur les deux jambes. Donc, l'immobilier fait partie intégrante des stratégies et ça nous permet souvent, notamment quand on a une durée qui est plus ou moins importante, d'aller chercher justement le levier du crédit, puisqu'on va utiliser à un instant T l'argent de quelqu'un d'autre, en l'occurrence la banque, et qu'on fera majoritairement rembourser par un locataire ou ce qui peut s'y rapporter. Donc, on le voit par rapport à l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait, par exemple, sur les 25 prochaines années, créer un capital de 100 000 euros, pourrait très bien le faire avec un effort d'épargne de 158 euros, puisqu'on va avoir un prêt sur 25 ans avec une mensualité d'environ 430, un loyer de 450, des charges diverses et variées, charges de copropriété, taxes foncières, etc., d'à peu près 1 000 euros, et une fiscalité de 1 300 euros, alors qu'on pourra ou pas ajuster en fonction du dispositif ou de la manière dont on va le mettre en location. Mais globalement, on voit aussi que avec un effort d'épargne de 158 euros par mois, on est capable d'aller produire et d'aller investir dans un bien autour de 100 000 euros avec une capitalisation. On sait que si on fait finalement ce crédit sur une durée beaucoup plus courte, bien évidemment, sur une durée de 15 ans, sur une durée de 10 ans, ce qui est faisable et ce qu'on est capable de faire aussi pour nos clients, l'effort d'épargne, au même titre que ce qu'on a vu tout à l'heure, sera beaucoup plus important et finalement, la mensualité de fait va être comprimée, donc peut-être un petit peu plus lourd à porter. Mais parfois, cette stratégie-là, même si c'est sur des durées plus courtes, 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'ai tendance à dire, tant que finalement le taux d'endettement, tant que la banque nous suit et que l'effort d'épargne est disponible, on aurait tort effectivement de plutôt s'en passer.
C'est ça, exactement. C'est un très bon levier, c'est un super levier effectivement d'utiliser, l'argent de quelqu'un d'autre pour arriver à tout ça. Bah, c'est Hem, exactement ça. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure d'utiliser en partie l'argent de quelqu'un d'autre ou ou encore de quelqu'un d'autre. ou de quelqu'un d'autre, en l'occurrence. Très drôle. Et ben justement, sans transition d'ailleurs, hein, je pense même, bon, hop, je suis obligé de cliquer dessus, ça va plus. Voilà, bref, l'optimisation avec les leviers fiscaux. Voilà, parce qu'effectivement, bah, mine de rien, l'État, bien utilisé, nous laisse plein de leviers pour capitaliser pour la retraite. Donc, on en a fait un module à part entière dans le webinaire d'aujourd'hui. Avant de démarrer, concrètement, on avait envie de vous reposer un petit questionnaire. Je suis en train de lire une question. Quels sont les critères d'octroi des crédits immobiliers par les banques actuellement? Oh, c'est une grosse question. Ça. Je sais pas si tu veux. Je sais pas si tu Oui. veux Alors, les critères d'octroi, partager. ils vont être. Alors, il y a des critères très basiques, hein, déjà de savoir est-ce que la personne est en activité, si elle est en activité, est-ce qu'elle est en CDI ou est-ce qu'elle est plutôt sur une profession libérale, etc. Donc, on le sait pour tout ce qui va être chef d'entreprise, profession libérale, etc. On va plutôt nous demander 3 ans d'activité, 3 ans d'antériorité. Pour un CDI, bien évidemment, c'est de ne pas être en période d'essai et les CDD sont très majoritairement refusés. Pour le coup, d'avoir, on va dire, des comptes qui sont plutôt assainis. Bien évidemment, aujourd'hui, si vous avez, parce que la banque va généralement demander les 3 derniers relevés du compte courant, si bah voilà, vous êtes en négatif tous les mois ou que il y a même quelque chose qui est très contraignant pour les banques, c'est de voir des lignes Winamax, BetClick, etc. Ça, c'est assez rédhibitoire pour une banque. Donc, si vous n'êtes pas en défaut, on va dire, de paiement tous les mois et qu'il n'y a pas de ligne de paris sportif, bon, déjà, c'est une première bonne nouvelle. On va regarder effectivement aussi le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est simplement prendre son revenu brut auquel on va retrancher les charges sociales, donc environ 23%. Et pour le coup, on va mettre donc nos charges mensuelles, en l'occurrence les loyers ou crédits, divisés effectivement par nos revenus nets sociaux mensuels. Et si on est en dessous de 35% aujourd'hui, on aura une capacité aujourd'hui à l'élever de l'endettement. Donc il y a plusieurs paramètres, être en capacité d'avoir un effort d'épargne, donc de mettre de l'argent de côté, avoir des comptes qui sont plutôt assainis, avoir un taux d'endettement qui est plutôt bon et avoir une activité qui est stable, donc soit libérale avec au moins 3 bilans ou 3 ans d'ancienneté ou un CDI avec période d'essai validée. Je dirais que c'est, alors il y a d'autres critères, hein, en l'occurrence, on ne pourrait pas tous les aborder, mais je dirais que c'est déjà les principaux critères qu'on doit avoir en tête aujourd'hui pour avoir un octroi de crédit immobilier. Et je dirais aussi qu'en fonction du projet, que ce soit à vocation de résidence principale, mais en l'occurrence, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, plutôt à vocation d'investissement immobilier, eh bien, on va regarder peut-être d'autres paramètres. Et souvent d'ailleurs, les taux sont un petit peu plus élevés que pour l'achat de résidence principale lorsqu'on a vocation à acheter de l'immobilier locatif. Mmh. Ouais, ouais. J'espère que j'aurais répondu à la question. Alors, le sujet est quand même très vaste, mais de manière générale, c'est quand même les très grandes lignes à avoir en tête. On nous demande juste une petite définition. Qu'est-ce que le reste à vivre? Bah, le reste à vivre, c'est très concrètement, qu'est-ce qu'il vous reste sur vos revenus une fois toutes les charges payées. Alors, dans ces charges-là, dans le reste à vivre bancaire, c'est pas forcément les dépenses liées à l'électricité, à les courses pour le ménage, à, on va dire, l'éducation des enfants. C'est principalement, vous prenez les charges que prenne la banque, c'est-à-dire les crédits, que ce soit crédit immobilier, crédit conso, les locations de voitures, les LOA, etc. Et une fois tout ça retranché de vos revenus, quelle est la part du reste à vivre bancaire, qui parfois d'ailleurs n'est pas forcément le reflet du vrai reste à vivre du foyer. Mais en tout cas, au niveau bancaire, c'est plutôt comme ça qu'ils réfléchissent. Top. Merci pour toutes ces précisions, Alexandre. On va relancer un petit questionnaire. Du coup, par rapport à la thématique à aborder maintenant, est-ce que parmi vous, vous avez déjà utilisé des dispositifs de défiscalisation? Il y en a eu plein. Il y en a beaucoup. Des niches fiscales, même si effectivement leur nombre tend un peu à se réduire. Je crois qu'il y a plus de 400 niches fiscales, toutes
confondus. On en connaît la plupart du temps, même si on a l'impression d'en connaître, on en connaît à peu près une cinquantaine. Donc oui, ce qu'on peut vous apporter, c'est une bonne adaptation de toutes les niches fiscales par rapport à votre situation patrimoniale. Donc non, vous n'en avez jamais utilisé. Oui, plutôt immobilier. Donc dans ce cas-là, on va parler de Pinel, de Cellier, du Flow même. Ça peut être du Derobien pour les plus anciens ou du LMNP aussi. Mine de rien, on verra juste après pourquoi on aurait tendance à mettre le LMNP, la location meublée non professionnelle, pardon, dans ces sujets-là. Plutôt financier, du coup, le PER, l'assurance vie ou alors un mix des deux. On a eu des réponses, hein. Assurance vie dans les années 90, PER, effectivement, plutôt bonne réponse. Ouais. 400, Marc nous disait 460 manières de réduire son impôt. Je pense même beaucoup plus encore, mais effectivement, c'est plutôt de réduire ou même de déduire, hein, d'ailleurs, parce qu'on aura deux grands modèles qui vont non pas s'opposer, mais se complémenter, pour le coup. À partir de 58 ans, que reste-t-il comme solution? Énormément, pour le Ouais, coup. c'est pas trop tard, hein. On pourra, n'hésitez pas d'ailleurs, je fais une petite aparté. Du coup, on a un guide complet justement sur la retraite que vous pouvez télécharger sur notre site gestiondepatrimoine.com, un guide la retraite de A à Z qui justement vous permettra, Sandrine, d'avoir notamment des réponses parce que en fonction de l'âge, on cible aussi les solutions qu'on peut mettre en place en face. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller télécharger le guide. Peut-être Charline, si tu es dans le coin, tu pourras mettre le lien de la page de téléchargement pour les personnes qui seraient intéressées. Oui, on va le mettre, il n'y a pas de souci. Loi C'est fait. d'Orobien dans les années 90, un vrai fiasco, nous dit Nathalie. Oh, il y a du bon, il y a du moins bon. Tout dépend de comment vous avez investi, sur quoi, etc. Mais moi, j'ai des cas de clients qui ont fait des très belles opérations sur des Eurobiens, hein. Donc voilà, typiquement, on va y revenir après. On va reprendre le fil, mais pour répondre à Sandrine, le PER. Alors si on fait une vue très macro, il peut être intéressant. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est en fin de carrière, on a des revenus plus importants, donc une tranche marginale importante. Et effectivement, si vous investissez tard sur un PER, in fine, vous pouvez quand même éviter de bloquer pas mal d'argent, contrairement à quelqu'un qui va y investir plus jeune, peut-être avec une tranche marginale plus faible. Donc voilà, c'est un type d'exemple pour le coup. Ouais, je vois que quelqu'un a partagé un guide d'assurance vie, donc hop, je sais pas pourquoi vous faites référence au guide d'assurance vie, juste c'est plutôt le guide retraite que le guide d'assurance vie. Voilà. Alors pour reprendre le fil par rapport à ça, et on se focusera sur le PER un petit peu en suivant. En vrai, il y a deux types de défiscalisation. Ce que j'aime appeler la défiscalisation active, la défiscalisation passive. Je pense que tout le monde Alors, connaît un petit on peu peut la reprendre défiscalisation. parce que je crois qu'on avait effectivement Marc qui nous disait qu'il y a bien de 460 manières de défiscaliser selon les impôts. Ouais, c'est ça. Même, on va être un peu plus précis puisque la loi de finances 2026 en a identifié 465 précisément. Donc, on Bravo. pourra l'ajouter. Bravo. Et en fait, j'aurais tendance à les catégoriser en deux. D'un côté active, et je pense que Ouais, on connaît plus celle-là de façon cette générale, partie-là, ouais. et les passives. Et en fait, les passives, c'est simplement, donc là, on a listé quelques-uns, des solutions qui permettent d'éviter de payer de la fiscalité sur des revenus futurs complémentaires. Voilà. Et la défiscalisation active, là, clairement, il n'y a pas de sujet. Vous voyez très bien ce à quoi on fait allusion. Et ce que tu disais tout à fait, Alexandre, tout à l'heure, il y a différents types de défiscalisation. Il y a des déductions du revenu imposable, de la réduction d'impôt au sens strict, et ensuite même du crédit d'impôt. Si tu veux peut-être Exactement. repréciser un peu ce cadre-là.
Ouais, bien sûr. Bah, la partie de déduction, c'est ce qui va être clairement déduit du revenu imposable global. Donc, avant même, effectivement, calcul de l'imposition. La réduction d'impôt ça va s'appliquer après le calcul de l'impôt, donc directement sur l'impôt lui-même, pour le coup, avec plus ou moins la difficulté, on en reparlera peut-être tout à l'heure, d'avoir une niche, hein, pour le coup, fiscale, donc un plafond effectivement de ces niches fiscales. Donc, on peut d'ailleurs jouer sur les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Souvent, d'ailleurs, l'outil le plus efficace, c'est d'aller jouer sur ces deux grosses catégories pour abaisser en tout cas sa pression fiscale du plus qu'on puisse le faire. Mmh, mmh, mmh. Carrément. Hem, est-ce que parle-nous un petit peu du PER du coup? Bah écoute, le sujet est plutôt vaste. On va en parler de toute façon de manière un peu globale, même si je sais que c'est dans les tuyaux de faire un webinaire consacré au sujet en tant que tel. Donc, on va essayer quand même d'être assez précis tout en évitant de faire vraiment le sujet dans sa transversale. Mais globalement, le PER, il est né pardon, de la loi Pacte. Du coup de 2019, il avait une vocation assez claire, c'est-à-dire eh bien, mutualiser l'ensemble des anciens dispositifs afin d'avoir une vision un peu plus claire. Parce qu'en fonction eh bien, de sa catégorie socio-professionnelle, en fonction effectivement de son ancienneté ou autre, on avait accès à différentes choses. Hein. Les plus connus, on en a un peu déjà reparlé. Le PERP, le Madelin, on avait le préfond, l'article 83, on avait pas mal de choses. Et le PER avait plutôt une vocation de corriger effectivement les déficits un petit peu de ces anciens dispositifs tout en amenant un petit peu de nouveauté au sein des structures et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisible pour qu'on n'ait pas effectivement des fonctionnaires qui aient accès à une catégorie de produits, qu'on n'ait pas les TNS avec le Madelin qui a accès à une certaine catégorie et puis que pour les plus larges, en tout cas pour la catégorie des particuliers, on ait accès au PERP. Donc, on voit par exemple que le défaut de la plupart de ces dispositifs, c'est d'être principalement sorti en rente. Là, on a voulu rendre une possibilité de sortir beaucoup plus facilement en capital sur le PER et avec des options de sortie en capital fractionné. Donc ça, on pourra en reparler notamment sur les effets fiscaux de la sortie en capital fractionné, de sortir en une seule fois et d'optimiser un petit peu tout ça, d'avoir 6 possibilités de sortie anticipée, donc avant effectivement la retraite, et de pouvoir continuer effectivement à défiscaliser, même sur des âges avancés. Alors, la loi de finances 2026 a ajouté quand même un petit peu son grain de sel sur le PER, outre le fait que les prélèvements sociaux ont augmenté sur le sujet. On n'a plus le droit effectivement de défiscaliser les versements après 70 ans. Donc ça, c'est une nouveauté de la loi de 2026 qui n'était pas le cas avant. On a quand même des bonnes nouvelles dans le sens où on avait la possibilité d'utiliser, puisque le PER marche sur des plafonds qu'on va retrouver d'ailleurs sur la dernière page de son avis d'imposition, souvent d'ailleurs qu'on fait découvrir à nos clients en réalité, puisque Ouais, la carrément. plupart de nos clients en fait passent pas des heures et des heures sur leurs avis d'imposition, puisque généralement, comme je leur dis, c'est pas un cadeau du Père Noël, hein. Donc on n'a pas trop non plus envie d'y passer du temps, mais sur la dernière page de l'avis d'imposition, on a généralement le plafond de l'année en cours qui correspond à peu près à 10% de ses revenus de l'année précédente et les 3 plafonds des années ultérieures. Pardon. Donc, on avait la possibilité jusqu'à ici d'utiliser le plafond de l'année N et même d'aller utiliser les 3 plafonds des années précédentes. En l'occurrence, la loi de finances, elle vient augmenter cette utilisation pour ne pas utiliser que les 3 derniers. On pourra utiliser les 5 effectivement derniers. Donc, c'est quand même un avantage pour ceux qui n'auraient jamais utilisé leur plafond. D'ailleurs, il y en a une majorité souvent dans les gens qu'on a l'habitude de rencontrer et de pouvoir en tout cas optimiser cette partie-là qui, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, n'est pas une réduction d'impôt, mais sera bien une déduction d'impôt, donc viendra se déduire comme une charge du revenu imposable. Ouais. C'est vrai que les lois de finances finalement, sécurité sociale et loi de finances globale, ordinaire, ont quand même, mis leur grain de sel, tu as tout à fait raison sur le PER. Mais les 5 plafonds, ça peut commencer à faire des gros montants en fonction des revenus, hein, donc ouais, c'est après la question c'est est-ce que c'est pertinent de bloquer? C'est un petit peu ce qu'on se disait, il y a 2-3 questions comme ça, heu, pour le coup, Alors, effectivement, il y a déjà une question, c'est impossible de sortir d'un PER à la retraite. Alors si,
il y a 6 cas de sortie anticipée qui ont été, pour le coup, édictés par la loi. Alors, Ils sont 5 pas très heureux. 5 en Enfin, l'occurrence qui ne sont pas très heureuses, pour le coup, qui sont bon, voilà, des cas liés au décès, liés à l'invalidité, liés à la perte de droit au chômage, voilà, à l'insolvabilité globalement. Donc des cas qu'on d'ailleurs on ne souhaite pas particulièrement. Et un cas un peu plus positif qui est le cas de l'achat de la résidence principale. Donc si on a 6 possibilités de sortie anticipée du PER, 5 pas très joyeuses et une plus intéressante. Mais je vous dirais que si vous avez un projet de résidence principale à très court terme, finalement, le PER n'est pas le bon placement à court terme, puisque on parlera peut-être un petit peu de fiscalité, mais ce ne serait pas un très bon calcul au niveau fiscal de rentrer pour ressortir très rapidement. C'est clair. Alors, faut-il s'arrêter de verser mensuellement sur une assurance vie et peut-on sortir en une fois tout le capital investi? Alors, quand vous dites faut-il s'arrêter de verser mensuellement sur une assurance vie, bah, tout dépend de votre objectif, en réalité, Cathy, pour le coup, puisque si vous aviez un objectif de capitalisation et de préparation de capital, ou même d'ailleurs de rente complémentaire, puisque l'assurance vie peut être aussi assimilée à finalement un objectif de complément de revenu à la retraite, puisqu'on pourra procéder à ce qu'on appelle à des rachats partiels programmés une fois atteint l'âge de la retraite, voire même avant. Donc, ce n'est pas une obligation, tout dépend de l'objectif qui sera recherché. Et peut-on sortir en une seule fois tout le capital investi? Oui, je vous le confirme, puisque l'assurance vie a une flexibilité, nous permet soit de faire des rachats partiels, donc en partie du capital ou en totalité. Mais il faudra vous poser la question de quelle est la fiscalité applicable sur un rachat partiel et ou sur un rachat total. Donc ça demande quand même une étude un petit peu plus approfondie pour voir quel est l'impact de ce rachat et surtout quel est l'objectif poursuivi dans ce cas-là. Ouais. Merci pour tes réponses, Alexandre. J'avais envie de vous faire un peu de mathématiques, là, c'est le bon moment, je trouve. Non, pour raisonner, effectivement, parce que souvent, tout à l'heure, tu nous disais, raisonner en budget. Oui, effectivement, raisonner en budget, c'est le mieux que vous puissiez faire. Et l'exemple là, je pense que, c'est ce qui va vous permettre d'analyser le pourquoi, c'est très important de raisonner en flux. On a pris l'exemple d'un versement alors initial, donc sur une enveloppe, sans avantages fiscaux à l'entrée, hein, donc sans, effectivement levier, de 10 000 €. OK. On l'a projeté en termes de valorisation sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, on va retenir l'hypothèse que sur 20 ans, on arrive à peu près à faire, 4 par an annualisé. OK? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous versez sur une enveloppe, typiquement assurantielle, assurance vie, hem, votre capital de 10 000 € dans 20 ans à 4 devient 21 921 €. OK. Ça va être notre hypothèse de départ. Et puis après, effectivement, on va regarder comment ça va se passer, au niveau de la déductibilité? Si jamais vous avez un levier supplémentaire à l'entrée et c'est là où effectivement, on va raisonner à budget. Quand vous versez 10 000 € sur une enveloppe de capitalisation sans levier particulier, vous décaissez, vous faites bien un investissement de 10 000 €, ça, il y a pas de sujet. Quand vous investissez effectivement sur une solution qui vous permet de, déduire et de bénéficier d'un avantage fiscal, alors on va prendre l'exemple d'une tranche marginale à 30, en fait, vous pouvez verser plus. Et en réalité, avec une tranche marginale à 30, vous pouvez verser 14 285 €, OK? Hem, tout simplement, tout simplement. Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 4 285 €. Donc en fait, votre décaissement iso-périmètre, il est toujours de 10 000 €. Voilà. Sauf que d'un point de vue strictement financier, vous capitalisez non plus sur 10 000 €, mais sur 14 285 €. Voilà. Et donc à 20 ans, en fait, votre capital, il est nettement supérieur parce qu'il est de 31 300 €. Voilà. Et ça, c'est un gros, gros levier. Et c'est vrai qu'on raisonne rarement comme ça parce qu'on se dit, oh, on investit, on bénéficie de la déductibilité. Mais quid si on n'avait rien fait? Et c'est pour ça que c'est très important de raisonner à isopérimètre. On peut faire le même exercice avec une tranche marginale à 41. Dans ce cas-là, vous pouvez verser 16 949 €. Faites l'exercice, hein. C'est juste une division par un pourcentage et on décaisse là aussi que, entre guillemets, 10 000 €.
Voilà. Sauf que là aussi, ce n'est pas 10 000 euros qui capitalisent, c'est 16 949 euros. Et dans cet exemple-là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre capitalisation financière, cette capitalisation financière à 20 ans, toujours sur une base de 4%, et de 37 137 euros. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un effet et une vision qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que si vous, et ça c'est valable que si vous raisonnez à isopérimètre à l'entrée, en fait vous capitalisez sur un montant beaucoup plus important. Voilà. Ouais. Donc, En fait, il y a effort d'épargne, finalement, le même effort d'épargne, puisqu'on voit que tout à l'heure, si on parle sans déductibilité, on a mis 10 000 euros qui nous ont réellement coûté 10 000 euros. Sur une TMI à 31, globalement, il faudrait diviser ces 10 000 euros par 0,7, puisque l'effort d'épargne réel est de 7 000 euros. Pour avoir un capital net de 10 000 investis, finalement, le capital brut serait de 14 285 euros pour le coup. Et même chose pour une TMI finalement à 41, sur lequel il faudrait diviser les 10 000 euros par 0,59 pour arriver au montant finalement brut qu'il faudrait avoir pour capitaliser sur 10 000 euros net. Donc, effectivement, on voit que l'effort d'épargne réel est différent si on a une déductibilité, comme c'est le cas sur le PER, ou au contraire si on n'a pas de déductibilité sur l'exemple précédent que tu prenais sur un placement plutôt lambda. Ouais. Ouais, on a une question. Peut-on sortir dès la retraite tout le montant disponible et solder le compte, ou bien l'assureur ne peut que me payer en rente mensuelle? Ça, c'est plutôt une bonne question. Ça va dépendre finalement du dispositif. En réalité, si vous êtes sur des anciens dispositifs, alors j'ai oublié de mentionner sortir du PE. Alors pour le coup, la condition de la retraite est une cause effectivement de sortie du plan épargne entreprise, donc qui n'est pas un plan épargne retraite pour le coup, qui n'a pas du tout les mêmes vocations. Donc bien évidemment, vous pourrez sortir effectivement du plan, donc sans aucune difficulté. D'ailleurs, si même en dehors de la retraite, si vous ne faites plus de partie de l'entreprise, soit par un licenciement, soit par effectivement une rupture conventionnelle ou autre, vous aurez la possibilité d'en sortir. Si vous êtes dans l'entreprise, les règles sont que les sommes sont bloquées, sauf cas exceptionnels, un petit peu comme des possibilités de sortie anticipée du PER. Il y a des possibilités de sortie en amont pour l'achat de la résidence principale et pour d'autres sujets, mais généralement, elles sont bloquées pendant 5 ans avec un avantage fiscal à l'issue. Mais globalement, sur le PE, c'est une possibilité. Et sur le PER, globalement, si vous êtes sur un PER nouvelle version, bien évidemment, vous avez la possibilité de solder la totalité du compte, ou en tout cas du contrat à l'issue. C'est pas toujours la bonne manière de fonctionner, puisque en fonction du montant, ça peut être refiscalisé. Donc, ça va être refiscalisé l'année de sortie, et donc ça peut vous faire passer de tranche fiscale. Donc, c'est pas toujours ce qu'on va préconiser à nos clients. Donc, c'est vraiment une étude cas par cas, ou en tout cas au cas par cas, qui nous permettra de déterminer est-ce qu'une sortie en une fois est possible, est-ce que la sortie fractionnée, qu'on va souvent quand même conseiller à nos clients, va être intéressante. Et parfois, si c'est vraiment quelque chose de recherché, on pourra faire de la rente. Et sur les contrats les plus optimisés, on aura la possibilité de faire même une sortie mixte, c'est-à-dire du capital et de la rente. J'espère que la réponse aura été assez complète. Ouais, super complète. Merci Alexandre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur le PER pour terminer là-dessus? Je pense qu'on a à peu près tout dit déjà. Ouais, je pense que. Ouais, vas-y, tu peux rajouter cette partie-là pour le coup. Ouais, alors tu as évoqué les cinq plafonds, très clair. Et après, il y a effectivement un truc qui peut être intéressant aussi, c'est la mutualisation des plafonds entre conjoints. Voilà, il peut y avoir des stratégies patrimoniales pour ça. L'un des deux conjoints a des plafonds plus importants que l'autre. On souhaite effectivement mettre en place une solution permettant aux conjoints de capitaliser. Parce que revenus, situations différentes, etc., etc. Et on peut utiliser les plafonds de l'un pour l'autre. Ça, c'est un sujet qui peut effectivement être intéressant en cas de stratégie patrimoniale. Moi, j'ai clairement des clients avec monsieur qui très gros plafond retraite, et c'est madame qui utilise les plafonds de monsieur sans faire de généralité. Mais voilà, c'est vraiment aussi des stratégies qu'on peut voir. Ouais. Et d'ailleurs, il ne faudra pas oublier de le noter lors de la déclaration des revenus, puisqu'il y a une case effectivement à cocher pour qu'on puisse mutualiser les plafonds. Et certains se font avoir en pensant que ça se mutualise automatiquement, mais c'est pas le cas. C'est une petite erreur souvent que font nos clients lors de la déclaration de revenus. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne, en tout cas à l'aide à la déclaration de revenus,
assez régulièrement. Donc voilà, pour ce qui était un petit peu des sujets, en tout cas des leviers financiers, si on rentre maintenant sur les leviers immobiliers, qu'est-ce que tu peux nous dire de toutes les lois, entre guillemets, de défiscalisation immobilière qui peuvent exister? Ouais, alors ça c'est pareil, on ne fera pas un focus sur chacune des lois puisque chacune a ses spécificités pour le coup et c'est pas l'objet du jour. Mais globalement, on disait tout à l'heure qu'on avait le levier du crédit qui était un très gros levier pour effectivement capitaliser et créer du patrimoine. Bon, le levier fiscal est une aide supplémentaire également pour la capitalisation. On a vu qu'il y avait eu et qu'il y a toujours différents dispositifs. En l'occurrence, c'est toujours en activité. On a le dispositif de Normandie qui est presque, je vais vulgariser, ni plus ni moins qu'un descendant pur de Pinel, avec des contraintes qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a connu sur le Pinel. On a la loi Malraux qui est plutôt, au même titre que la loi du monument historique, de réhabiliter et restaurer l'ancien et de jouer plutôt sur la partie des travaux, pour le coup. Et d'ailleurs, le de Normandie, à la différence un petit peu du Pinel, ne va pas fonctionner sur du neuf, mais également sur de l'ancien. Donc, on est sur une stratégie fiscale de réhabilitation finalement de l'ancien. La seule différence, c'est que le de Normandie va être plutôt sur des biens plutôt basiques, disons, là où le Malraux et le monument historique vont être plutôt sur des biens dans des zones protégées à caractère plutôt patrimonial, des immeubles historiques classés dans des zones plutôt définies. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le savoir. Et on a le déficit foncier qui va jouer également sur le montant des travaux qui va pouvoir être fait sur du droit commun, entre guillemets. Quelqu'un qui va acheter un bien va pratiquer énormément de travaux, par exemple à l'intérieur, aura la possibilité de amortir en tout cas ces travaux avec une possibilité de report. On le sait que sur un déficit traditionnel, c'est à peu près 10 700 euros par an qui peuvent être déduits notamment du revenu imposable global, reportable donc 10 ans sur les revenus de même catégorie, donc sur les revenus fonciers, et 6 ans sur les revenus globaux. Et on a la possibilité de doubler ce plafond si les rénovations sont à vocation énergétique. Alors avec des très très grosses contraintes quand même. Quand on parle d'énergétique, on ne parle pas de changer une clim, hein, on parle vraiment de travaux assez lourds. Donc, je dirais qu'il existe encore des dispositifs, même si le dernier plus connu a été Pinel, qui était finalement un successeur de la loi Duflot, qui aurait duré très peu de temps, mais surtout un vrai successeur de la loi finalement Cellier, et notamment de celle qui a été connue plutôt dans les années 2010. Mais voilà, on va jouer sur principalement de la réduction sur les deux premiers dispositifs, avec, comme on le disait au départ, un plafonnement. Il y a une niche fiscale globalement de 10 000 euros qui concernait déjà le Pinel et qui concerne également le Normandie. Le Malraux, lui n'est pas est exclu entre guillemets cette niche fiscale, donc on peut aller au-delà de cette niche fiscale, mais pour le coup avec un plafond de 100 000 euros quand même par an. Le monument historique, lui, est plutôt sur de la déduction, comme on en faisait un petit peu le comparatif tout à l'heure avec le PER, qui est lui aussi de la déduction d'impôt. On n'a pas non plus de plafond établi et déficit foncier. On l'a vu tout à l'heure, 10 700 euros par an de déductible sur le revenu imposable global et 21 400 si jamais on est plutôt dans des travaux, de lourds travaux en tout cas de rénovation, de transition énergétique. Donc plusieurs dispositifs, on pourrait rentrer, ça mériterait d'ailleurs presque par chaque dispositif d'aller sur presque un webinaire sur chaque dispositif. Mais en tout cas, c'est les grandes lignes. On a la possibilité de créer sa retraite par de l'immobilier sans forcément utiliser des dispositifs fiscaux, mais ça peut être effectivement une aide supplémentaire ou en tout cas quelque chose d'intéressant. Je rajouterai quand même que c'est entre autres une carotte fiscale de l'État. Donc, ne pas penser qu'il faut acheter un bien avec un dispositif fiscal et être amené à le revendre rapidement parce que pour certains, on a des obligations de garde sur une durée, pour d'autres non. Mais qu'en le revendant au bout de quelques années, on va faire une grosse plus-value, plus accumuler la défiscalisation qu'on a fait. En général, c'est plutôt des biens et plutôt des dispositifs sur lesquels il faut penser à une garde plutôt à long terme. Et même parfois, pour certains, avec un objectif de transmission dans la durée. Et d'ailleurs, le monument historique, sous certaines conditions, peut avoir de gros avantages en cas de transmission et du coup d'abattement. Ouais. Ouais, c'est clair. Ces sujets-là, malheureusement, on a trop souvent
vu entre guillemets malheureusement des conseillers en gestion de patrimoine mettre en avant effectivement la carotte fiscale au détriment de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément toujours bonne presse de Et ces je vois que sujets-là. Marc nous dit en immobilier, les règles, la qualité du bien. Effectivement, moi je dirais oui, la qualité du bien, mais même une autre règle plutôt basique, hein, c'est la règle du 3E, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Si vous avez un bien de très bonne qualité situé en Creuse, même si j'ai absolument rien contre la Creuse, je ne suis pas également sûr que dans la possibilité de valorisation dans le temps, ce soit super. Si vous avez un bien dans une grande métropole attractive avec un prix du mètre carré ou une inflation qui est plutôt importante, je vous dirais que le bien, effectivement, la qualité du bien, c'est très importante, mais en tout cas, son emplacement sera primordial et c'est une règle qu'on va appliquer principalement dans l'immobilier aussi. Donc, plutôt intéressante. Et vous disiez également que la mesure fiscale améliore le rendement. Oui et non, parce que dans la plupart quand même des dispositifs, on avait l'obligation en location nue. Et pour quelqu'un qui a une grosse tranche marginale d'imposition, je dirais que la location nue peut avoir un impact très, très, très néfaste et sur la fiscalité et sur le rendement. Ouais, c'est clair. C'est vraiment de l'analyse au cas par cas de chacun pour le coup. Exactement. Un autre sujet, donc oui, effectivement, un autre sujet, c'est alors j'espère que j'arrive toujours pas, c'est les rachats de trimestre. Parce que mine de rien, les rachats de trimestre, pour la retraite, c'est un vrai gros sujet. Hem, Ça peut valoir le coup, c'est pas forcément toujours utile, mais ça s'étudie et c'est surtout que, c'est un levier fiscal à part entière, et on le met, malheureusement que trop rarement, en avant, parce qu'en réalité, toutes les sommes que vous dans la limite, hein, de 4, trimestres par an quand même, mais vous pouvez racheter 12 trimestres, de votre carrière avec des coûts par trimestre, alors c'est ce que je mets, juste, sur la slide d'après, pour le coup, mais pour des coûts par trimestre en fonction de vos revenus, pas mal de critères, de 1 000 à 6 000 € le trimestre, donc ça fait quand même des 12 trimestres, ça peut commencer à chiffrer. Mais c'est surtout que, c'est des revenus enfin c'est un coût qui est déductible alors pour les salariés du montant du salaire, pour le coup. Pour les retraités, du montant des pensions, on peut le faire. Il faut faire attention, mais ça peut exister. Pour les indépendants, effectivement, du bénéfice imposable. Et c'est hors plafonnement des niches fiscales. Mais par contre, effectivement, c'est limité à 12 par an, à 4 par an. Donc ça fait, entre guillemets, sur 3 ans, potentiellement. Et attention, après, on y reviendra. C'est pas le sujet aujourd'hui du webinaire. Et pour le coup, on a prévu des webinaires dédiés sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, quand vous voyez passer le webinaire, à vous y inscrire. Effectivement, le rachat peut impacter alors soit le taux, soit la durée de cotisation, soit les deux. Donc ça, il faut vraiment étudier au cas par cas. Et là aussi, vraiment calculer le ROI pour la retraite, parce que c'est pas forcément, entre guillemets, pour juste teaser un petit peu, c'est pas forcément plus rentable qu'un placement financier classique, en fonction du moment où vous le faites, en fonction des années, effectivement, des 3 années précédentes, de vos revenus, de l'option, donc taux et durée de cotisation. Donc ça, il y a que des experts qui peuvent vous le calculer en termes de ROI. Heureusement qu'il y a une carotte fiscale là aussi, parce que sinon, ça serait quasiment dans 90% des cas moins intéressant qu'un placement de capitalisation financière classique. Et c'est surtout que, voilà, en fait, c'est par nature, la retraite, c'est viager. Donc, quand vous commencez tôt à réfléchir, et moi j'ai des clients qui se posent des questions pour leurs enfants, est-ce que c'est intéressant de racheter des trimestres à 30-35 ans? En fait, vous n'avez aucune visibilité, sur là où on en sera au niveau des réformes de retraite, 2, sur la vie, est-ce qu'on sera encore en vie au moment de la retraite, et surtout 3, est-ce que voilà, vous aurez des revenus qui vous permettent d'accéder à un vrai levier. Donc ces sujets-là, ils sont vraiment particuliers en matière de rachat de trimestre, mais ça peut valoir le coup. Mais vraiment, ça nécessite une étude approfondie par un professionnel. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit point là-dessus, Alexandre. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Ça va être au cas par cas, comprendre effectivement quel est l'intérêt. Il y a deux subtilités, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais sur le taux et la durée.
en l'occurrence, puisqu'on sait que finalement la pension de retraite, ça va être un calcul du salaire moyen annuel fois le taux, fois effectivement la durée, c'est-à-dire le nombre de trimestres acquis, en tout cas cotisés sur le nombre de trimestres requis. Donc, il va nous faire un calcul assez subtil. Donc, il faudra regarder effectivement quel est l'intérêt, quel est l'impact réel et voir souvent est-ce que on est proche effectivement du taux plein, est-ce qu'on est proche effectivement du nombre de trimestres, parce que parfois ça peut ne pas valoir le coup de mettre une somme importante et il vaudra mieux capitaliser ailleurs, mais parfois en étant assez proche finalement de tous ces critères-là, on peut avoir un intérêt à le faire, effectivement. Cool. Il y a pas mal de petites questions, je pense qu'on y a répondu directement. Oui, après, oui, effectivement, alors ça, on verra sur la partie, on verra ça en fin de webinaire d'ailleurs, sur l'accompagnement. Derrière, être en direct avec les caisses de retraite, ça peut être assez compliqué. Je suis d'accord, Marie-Claire. Un autre conseil, ça va être remettre en question son RIS, donc le relevé individuel de situation. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais, on a pas mal de questions, mais je pense qu'on va prendre peut-être le temps d'y répondre un peu à la fin, parce que notamment sur le rachat de trimestre, sur Ouais. la période auquel faut-il le faire, en début ou en fin. Bon, je pense qu'en début, c'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'on n'a pas une visibilité, en tout cas sur ce qui va se passer par la suite et sur l'évolution de la carrière. Donc, j'aurais plutôt tendance, même si c'est pas une réponse très positionnée, à dire que plutôt en fin qu'en début de carrière. Effectivement, à partir de quand peut-on racheter des trimestres? Pour le coup, on peut le faire. Alors, le minimum légal, c'est 20 ans et le maximum de mémoire, c'est 66 ans. Donc, on peut le faire entre cette période-là. Donc, il n'y a pas de. On va dire que la durée est plutôt assez longue. Mais en tout cas, je pense que la question doit se poser quand on a une vision un petit peu claire de savoir où est-ce qu'on en va, quand on a plus de visibilité sur ce qui s'est déjà passé en arrière, plutôt que quand on a 40, 45 ans encore devant nous, enfin plutôt 43, puisque effectivement c'est 172 trimestres validés, donc 43 ans. Je pense qu'à 21 ans, la question d'acheter tout de suite des trimestres, sauf impossibilité de se dire qu'il n'y aura pas d'autres moyens et pas impactantes. Sachant qu'on peut le faire que racheter effectivement ces années d'études supérieures ou les années, les trimestres des années qui ne sont pas complètes. Donc, les possibilités ne sont pas non plus Et on extrêmement. peut choisir ces trimestres. Et on peut choisir. Et ça peut avoir un impact assez important. Mais promis, on fera un webinaire entier dessus. Et plus on rachète tard, plus ça coûte cher en fonction de ce qu'on va racheter. C'est ça, exactement. Et surtout du choix qu'on a fait, je réponds très brièvement. Si on ne rachète que du taux, généralement, c'est là pour atteindre le taux plein. On parle bien de la retraite de base, on ne parle pas de retraite complémentaire. Pour atteindre le taux qui est de maximum 50%, cette partie-là, généralement, coûte un petit peu moins cher. Si on rachète le taux et donc la durée également, donc les deux, là, pour le coup, c'est là où on va avoir tendance à avoir un prix qui est plus élevé. Ouais, carrément. D'ailleurs, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà regardé, est-ce que vous avez fait vérifier vos droits à retraite? Vous êtes déjà penché attentivement sur votre relevé individuel de situation? Ah zut, ouais, c'est là, pardon. C'est une question qu'on avait envie de vous poser, pour le coup. Avez-vous déjà fait vérifier votre droit à retraite par un professionnel? Jamais. J'ai seulement consulté mon RIS. Oui, avec l'aide des caisses de retraite. Oui, par un expert retraite. Voilà. C'est les possibilités, sachant que le RIS, entre guillemets, on l'a, je crois que c'est à partir de 35 ans. On le reçoit automatiquement tous les 5 ans. On peut le Ouais. télécharger, bien sûr, hein, sur le site Info Retraite, assez facilement. Voilà. Il ne faudra pas d'ailleurs confondre avec le relevé de carrière, qui est un petit peu différent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir souvent des estimations, mais en vrai, un RIS complet, c'est rare d'en voir. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on voulait avoir un petit peu votre feedback là-dessus. Alors, Nathalie nous dit, oui, il y a quelques mois et il y a quelques années, le montant a beaucoup changé à la baisse alors que mes revenus ont augmenté. Bon, je pense que ce qu'on va dire aujourd'hui va être, en tout cas, une preuve que les erreurs sont coutumières, voire même presque devenues la normalité finalement sur ce type de sujet, hein, en réalité.
Alors ça y est, on a le résultat. Avez-vous déjà fait vérifier vos droits? Non, jamais pour 3 Seulement consulter mon relevé pour 58 et encore ça, il y a des petits réflexes de base, à analyser. Oui, avec l'aide des caisses de retraite, 30 oui, par un expert retraite, que 9 Ah ouais. Hem, OK, bah, merci déjà de vos réponses. Hem, qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandre, sur le relevé individuel de situation, du coup? Bah, pour le coup, je dirais que c'est une pièce d'identité de finalement sa carrière. Alors, à la différence du relevé de carrière que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il va reprendre l'ensemble effectivement des régimes auxquels on a été affilié, là où le relevé de carrière va plutôt prendre un régime par un régime. Donc, on va avoir vraiment normalement l'ensemble de ce qu'on a fait en fonction des employeurs, en fonction du régime auquel on a été affilié, en fonction du revenu qu'on a perçu, etc. Je dirais par contre qu'il faut s'en méfier énormément, puisque, et on le dit à juste titre dans la présentation, il y a énormément d'erreurs qui sont faites sur ce RIS, et que même si effectivement on est plutôt vigilant, on va avoir tendance à contrôler les informations, on se rend compte que aujourd'hui, il y a, on relevait en tout cas en 2024 qu'il y avait plus de 10% des dossiers qui comportaient une erreur. Aujourd'hui, c'est même presque beaucoup plus que ça qui comportent des erreurs, et ça peut avoir un impact très significatif puisque sur des cas, c'est environ une pension de retraite qui n'a pas été en tout cas bien analysée et qui a une erreur de 100 euros par mois. Ça peut paraître finalement peu, mais sur une durée de retraite moyenne de 25 ans, ça peut représenter quasiment 30 000 euros. Et là, on parle d'une erreur de 100 euros par mois. Les erreurs peuvent être beaucoup plus conséquentes. Et aujourd'hui, c'est un relevé à titre indicatif qui n'engage personne pour le coup. Donc, Surtout pas les autant caisses de retraite. encore moins les caisses de retraite. Encore, pour autant, nous, dans nos métiers, on est, j'allais dire, responsable de beaucoup de choses, bien évidemment. D'ailleurs, très responsable au vu du statut dans lequel on exerce. Autant un établissement, et surtout un établissement public, sera responsable de peu de choses. Donc, c'est effectivement quelque chose sur lequel je dirais qu'il faut pas se fier avec une certitude absolue et qui doit être un bon point d'ancrage de début de préparation, mais ne doit pas être finalement la certitude absolue de la mise en place de la retraite. En tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Ouais. C'est vraiment la porte d'entrée, mais c'est tout, quoi. Et rien de plus. Oui, c'est incroyable, je suis d'accord. Marie-Claire, c'est quand on commence à regarder, c'est assez dur. Après, il y a quelques petits réflexes à adopter, que vous pouvez, pour le coup, vous-même, hein, regarder à la lecture de votre RIS. C'est vraiment les bonnes pratiques, les petits points à mettre en évidence, vérifier donc c'est ce qu'on appelle des erreurs visibles. Il y en a d'autres qui sont invisibles, mais typiquement, les périodes assimilées, donc ça peut être le service militaire, ça peut être le chômage, ça peut être la maternité. Est-ce que parfois, est-ce que vous avez une cohérence entre le régime de base, donc sécurité sociale, enfin régime de base en tout cas, et complémentaire? Est-ce que c'est cohérent? Ça peut regarder. Typiquement, est-ce que le nombre de points des régimes complémentaires aussi est cohérent par rapport à la rémunération d'année en année, hein? Ça peut très bien arriver que, typiquement, la GIR-Carco, pourquoi une année vous auriez 200 points de moins que l'année d'avant ou que l'année d'après? Là, c'est une erreur. Est-ce que les revenus ont bien été pris en compte ou pas? Voilà, c'est vraiment des sujets très, 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 très importants, et ça, vous pouvez vous-même en faire une autocritique avec juste ces grilles de lecture-là, la présence, la cohérence des deux régimes et l'évolution, entre guillemets, des points de retraite, des régimes complémentaires. Parce qu'effectivement, d'un côté, sur le régime de base, ça va être la rémunération, de l'autre côté, ça va être des régimes de points, et ça se regarde. Voilà, parce que vu le coût du point, entre guillemets, ça vaut le coup quand même de dire un petit peu ce qu'il en est réellement, quoi. Voilà. Nombre de points, pas facile à vérifier. Alors, l'idée, c'est effectivement, dans l'absolu, pas facile à vérifier stricto sensu sans faire appel à des professionnels par rapport typiquement au coût de cotisation que vous avez sur vos bulletins de salaire. Mais la cohérence de l'évolution du point par rapport de l'évolution des points par rapport à votre rémunération, ça, vous pouvez tout à fait la vérifier. C'est ce que je vous disais, pourquoi une année, il manquerait 100 points alors qu'au final, cette année-là, vous aviez la même rémunération que l'année précédente et que l'année d'après. Là, typiquement, il y a un trou dans la raquette, comme on dit. Donc, voilà, voilà un petit peu ce genre
questions et de raisonnements qu'on peut regarder. Je ne sais pas si tu vois autre chose, typiquement Alexandre, pardon, à regarder. Non, pour le coup, je pense qu'on a quand même fait un tour assez global, en tout cas, de ce sujet, mais surtout d'expliquer qu'en tout cas, ce RIS n'est pas un document d'une vérité absolue, que ne se baser que là-dessus serait, à mon sens, une erreur, et que le meilleur adage, hein, on en revient là, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis surtout de potentiellement avoir un conseil externe qui soit d'un spécialiste de la retraite, mais à mon sens, qui ne serait pas suffisant, puisque avoir des notions de manière globale serait plus pertinent. Des erreurs invisibles, typiquement, le nombre de points réels qu'on aurait du mal à identifier. Et là, pour le coup, il faut se référer à vos bulletins de salaire. Ça peut être le cas. Après, il y a le nombre de trimestres qui peut être Ouais. un peu plus compliqué parfois. Trimestre à Voilà. valider, des périodes on va dire, de personnes qui travaillaient l'été à certaines périodes. On parlait du service militaire, on parlait souvent quand il y a eu des périodes transitoires ou des changements, c'est là où il faut plus s'inquiéter effectivement de ce qui va apparaître sur ce fameux relevé, ou au contraire de ce qu'on va ne pas voir apparaître. Et justement, le dernier point, entre guillemets, avant le point bonus, ça va être l'accompagnement par des professionnels. C'est indispensable à partir du moment où vous commencez à réfléchir à ces sujets-là. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est mine de rien, la retraite, c'est le salaire du reste de votre vie. Et sur les exemples qu'on peut déceler, c'est vrai qu'il faut quand même mettre en perspective que 100 € par mois, ça paraît pas beaucoup, mais sur une espérance de vie restante à la retraite, ça va tout de suite chercher un peu. Et finalement, le coût d'accompagnement d'un professionnel, parce que nous, dans nos métiers, on raisonne beaucoup en ROI, finalement, il est pas très important par rapport à ce que ça peut vous faire gagner. Et honnêtement, il y a 80% des dossiers qui sont erronés. Voilà. Et ça, malheureusement, on y va tout droit, vous y allez tout droit, nous aussi, encore que ça se trouve, on n'aura pas de retraite, mais ça, après, on verra autre chose. Donc, d'où l'importance, effectivement, de se faire accompagner par des professionnels tout au long, effectivement, de votre carrière. Et surtout, alors, il y a différents accompagnements. Ça va être en amont, au long de la carrière. Ça va être au moment de la liquidation, parce que ça aussi, ça peut être très important. Sans rentrer dans tous les systèmes, cumul emploi-retraite, etc., parce que là aussi, c'est vraiment des webinaires et des sujets très particuliers qu'on adressera. Ce que disait Alexandre tout à l'heure, effectivement, c'est le relevé individuel de situation, c'est une obligation d'information. Mais ce n'est pas du tout une obligation de conseil. Et ça, c'est le Code de la sécurité sociale qui le précise, en disant que la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, l'absence d'engagement de l'organisme ou du service sont mentionnés sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale. Donc en fait, ça veut tout dire. C'est tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, Alexandre. Donc voilà, les caisses de retraite, elles sont clairement pas là, malgré tout, pour aller dans votre sens. En tout cas, si vous avez un exemple de caisse de retraite qui vous dit « Ah, mais il y a une erreur, on vous le rajoute », je veux bien que vous nous donniez l'exemple parce que ça ne jouera pas comme ça. Et après, ça reste des organismes publics avec des manques de personnel, etc., etc. Donc les dossiers sont traités maintenant, sont traités quand même sur des délais très longs et pas forcément avec toute l'attention qu'on doit. Donc travailler avec des sociétés spécialisées, c'est très, 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 très important par rapport à ça. Plutôt d'accord. On avait une question, est-ce que les périodes de maternité sont identifiées et permettent de continuer à cotiser? Oui, c'est le cas, notamment. Et alors, la réponse pourrait être assez large. Je vais répondre pour un cas assez simple, sans trop détailler le propos, mais en tout cas pour une personne salariée qui est en congé maternité salarié, bien évidemment, que ça continue à cotiser. On a même des durées en fonction. Effectivement, donc il y a des indemnités journalières versées par l'assurance maladie et globalement les trimestres sont validés suivant des jours effectivement cotisés, et on a même une majoration de la durée d'assurance. Donc on parlait tout à l'heure de taux et de durée pour les enfants pour le coup. Donc oui, elles sont identifiées, elles sont prises en compte. On pourrait énormément développer le sujet, mais voilà, si vous avez des questions complémentaires, on prendra le temps plutôt après le webinaire, ou en tout cas de vous recontacter pour y répondre. Mais Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions directement à nous contacter
soit en téléchargement de guide pour avoir des infos, parce qu'on traite ces points-là dans le guide, soit directement sur la page contact de notre site gestiondepatrimoine.com. Oui, alors le risque, effectivement, n'est pas le seul point de vigilance. Après, ça va être comment on optimise la sortie, comment on optimise le point de départ. Parce que voilà, parfois, ça peut être intéressant de sortir un petit peu plus tôt plutôt que de continuer à travailler. Voilà. Quel statut, notamment pour l'entrepreneur, ça peut avoir. En fait, il y a vraiment une panoplie de scénarios possibles en fonction de votre situation patrimoniale, de votre profession derrière et de votre statut. Donc, ça reste du cas par cas systématiquement sur l'ensemble de ces sujets-là. On a, parce que je vois effectivement l'heure avance un peu, on a, je dirais 3 niveaux d'expertise retraite. Alors, faut faire attention parce qu'il y a ce que j'aime appeler les vendeurs de produits, ceux qui mettent en avant le bilan retraite pour au final utiliser ce point-là pour vous vendre tout sauf effectivement un sujet, en tout cas une amélioration de votre retraite en termes, je dirais, relatifs aux caisses de retraite. Voilà, après, il y a les prestataires globales, ceux effectivement qui vont avoir une approche macro de votre situation. Donc là, on a généralement des prestations 300 à 2000 euros si on pousse un peu. Après, on a des vrais cabinets d'optimisation spécifiques avec lesquels on peut travailler, où là, ça va être vraiment du cas par cas, de la reconstitution de carrière experte, avec aussi de l'aide à la liquidation. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs types de professionnels. Je vous invite à télécharger le guide pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais voilà, ne prenez pas, entre guillemets, toujours, je dirais, le biais retraite par rapport à ce qu'on peut mettre en place en termes de prestations. Nous, les partenaires avec lesquels on travaille, on est sur des gros dossiers, on est entre 3 et 5 ou 6 000 euros de facturation d'honoraires pour des vrais gros sujets retraite. Mais si entre guillemets, la rentabilité est là derrière, clairement, ça vaut le coup. Bien sûr que ça, on le dit avant de s'engager, mais ça mérite effectivement, sur certains cas compliqués, des vrais experts sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit point, Alexandre. Non, mais plutôt d'accord avec toi, d'avoir une approche vraiment globale et souvent de ne pas se tourner rapidement vers des vendeurs de solutions ou autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Et le problème, c'est que souvent les deux ne sont pas alignés. Donc nous, aujourd'hui, on sera en capacité de dire à nos clients, voilà, vous avez plutôt entendu parler du PER parce que c'est de notoriété plutôt publique aujourd'hui, pas mal de sujets, les gens ont envie d'aller là-dessus. Sauf qu'on voit encore trop d'erreurs se produire sur des tranches marginales d'imposition très faibles, donc avec un impact que peu important, pas la bonne utilisation finalement des bons outils. Donc je dirais, avant de se tourner vers la solution, il vaut mieux se tourner vers la stratégie et l'étude de la stratégie afin de déterminer quels sont là où les biais finalement qui sont les plus intéressants à utiliser, et souvent il n'y en a pas qu'un. Ouais. Et justement, on va passer directement aux petite partie bonus, parce que là, tu étais lancé Ouais. sur la transition parfaite, sur l'intérêt de se faire accompagner par un CGP. Est-ce une bonne solution? Forcément, on pense que oui, parce qu'on a une vision à 360 et une approche globale, mais Ouais. je te laisse aborder le point. Là, on parle d'un sujet qui est spécifique à la retraite. Alors, bien évidemment, souvent dans une approche globale et dans ce qu'on appelle nous une découverte patrimoniale, hein, c'est ce qui est plus sympathique qu'un audit, entre guillemets. Ça nous permet de, aller cibler un sujet qui a déjà été ciblé par nos clients, mais finalement, souvent d'en analyser d'autres et de voir qu'il y a des causes à effet. Donc, de comprendre finalement quelle est la situation actuelle du client. On dirait presque faire une photographie de sa situation à l'instant T, de déterminer les axes effectivement de travail, avoir un cahier des charges précis en fonction de ce que le client va nous dire, mais en fonction de ce qu'on va également pouvoir récupérer comme information. Ce premier souvent rendez-vous nous permet non pas d'avoir qu'une valeur chiffrée, parce que globalement, on n'apprend pas grand-chose d'un tableau Excel avec des chiffres, mais on apprend de l'habitude d'un client, pourquoi il a fait telle ou telle chose, pourquoi il n'a pas fait telle ou telle chose, quel est son mode de fonctionnement, quelle est son aptitude à investir, quel est son degré de tolérance au risque. Donc, il y a énormément de paramètres
qui vont nous permettre, avec cette approche globale, eh bien, finalement, de travailler sur un ou plusieurs sujets. On a bien évidemment une interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'on va faire travailler des experts autour de nous, que ce soit des avocats fiscalistes, des ingénieurs patrimoniaux, que ce soit des experts comptables ou peut-être même des notaires à certains moments. Bien évidemment, il ne faut pas nous opposer, il faut plutôt nous complémenter et avoir la possibilité de proposer une solution qui tient compte de tous ces paramètres pour arriver à une solution in fine. Et c'est souvent ce qu'on dit à nos clients: on risque de vous décevoir, on ne parlera pas de produit ou de solution pendant un sacré petit moment, afin de pouvoir déterminer quelle est la voie la plus intéressante pour arriver à la retraite. Et souvent, la retraite va être, lorsqu'elle est prise au plus tôt possible, eh bien, corrélée à pas mal d'autres sujets. Ça peut être des sujets de fiscalité, ça peut être des sujets d'épargne, de capitalisation, de préparation de projets futurs. Et donc, je dirais que c'est un sujet aujourd'hui qu'on isole de par le thème du webinaire, mais qui souvent n'est pas isolé en réalité. Ouais, 100%, c'est un tout. J'ai changé la slide pour montrer un petit peu, exactement ce que tu étais en train de dire. Alors oui, c'est un tout, la situation familiale, la carrière, le métier, les finances, les objectifs, le patrimoine financier, immobilier, et cetera. C'est un tout, en fait. Et en C'est fait, vraiment on le notre disait même au début, en réalité, hein, chaque client et chaque dossier va être complètement analysé de manière personnalisée, dans le sens où déjà les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Et je dirais même que quelqu'un qui a le même patrimoine, a le même objectif, n'a pas forcément la même durée et volonté d'investissement, les mêmes moyens mobilisables. Et donc, c'est tous ces paramètres-là, hein, durée d'investissement, moyens mobilisables, objectifs recherchés, profil d'investisseur, un petit peu les craintes et appréhensions d'ailleurs du client, qui vont être entre guillemets mises en perspective à 360 degrés, comme tu l'évoquais, afin d'élaborer une stratégie qui finalement collera à la peau, une ou plusieurs stratégies qui colleront à la peau de nos clients. Ouais, 100%. 100%. C'est vraiment l'intérêt d'avoir cette vision globale à 360 via un bilan patrimonial sur voilà, une transversalité d'approche, une transversalité de conseils, de projection. Et c'est la solution si vous souhaitez savoir comment construire ou développer un patrimoine, utiliser, connaître les leviers disponibles sur un volet retraite ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Si vous voulez savoir si vous pouvez vous arrêter de travailler plus tôt aussi, on a des clients qui nous disent: ah, moi, je voudrais m'arrêter de travailler à 45 ans ou à 50 ans. Ça arrive et c'est fait aussi partie de notre métier de pouvoir répondre positivement ou négativement, en fait, tout simplement, à la question. Si vous souhaitez être accompagné car vous vous sentez un petit peu perdu patrimonialement, notre métier, c'est aussi construire à un instant T une stratégie et la piloter dans le temps, parce que tenir compte des évolutions fiscales, notamment des évolutions de réglementation, d'analyse des caisses de retraite. Une fois que on a effectivement le pilotage de votre situation patrimoniale, on peut l'ajuster avec, par exemple, l'augmentation des prélèvements sociaux. On peut l'ajuster par rapport typiquement à la suspension de la réforme des retraites. Voilà, c'est ça aussi notre accompagnement dans le temps en tant que généraliste du patrimoine. Et j'aime souvent dire que notre métier, c'est pas vraiment du conseil en gestion de patrimoine, c'est plutôt du conseil en organisation patrimoniale, parce que c'est surtout dans l'organisation du patrimoine qu'on va chercher le meilleur rendement. Certes, il faut le gérer après, mais d'abord bien l'organiser, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Plutôt d'accord avec toi. On arrive à la fin du webinaire. On avait envie de vous poser une dernière question. Alors, bien sûr, vous pouvez directement télécharger le guide qu'on met là. Charline vous a remis le lien de téléchargement dans le chat. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre page contact gestiondepatrimoine.com. Là aussi, Charline vous a remis le lien. On avait envie de vous poser un dernier sondage, tout simplement, pour savoir voilà, où vous en êtes, si vous avez avancé, si le webinaire qu'on a eu ensemble vous a permis d'y voir un peu plus clair, et si vous souhaitez qu'on continue à creuser un peu ces solutions-là ensemble. Quelle est votre prochaine étape, du coup? Est-ce que vous souhaitez approfondir seul vos connaissances, poursuivre vos investissements en toute autonomie? Est-ce que vous souhaitez faire analyser votre situation par un professionnel? Est-ce que vous vous laissez vivre, car de toute façon, la retraite n'est pas un sujet pour vous?
Ça peut arriver aussi, bien entendu. Par rapport à ça, on vient de lancer le questionnaire. Et puis voilà, si on doit dire un petit mot de la fin, ça serait quoi selon toi, Alexandre? Bah, en tout cas, je dirais en tout cas, d'analyser rapidement le sujet en fonction déjà de l'âge, finalement des points de vue et des projets qui seront recherchés, en tout cas à la retraite. Et c'est un petit peu dans l'air du temps, malheureusement, pas forcément se laisser porter par le régime actuel et les potentielles évolutions à venir, parce qu'on n'est pas là pour faire de la démagogie, mais globalement, on le voit qu'indirectement, ce système-là devient de plus en plus compliqué au vu de l'évolution de la démographie et de la manière dont ça a été pensé à l'après-guerre, hein, donc il y a déjà un petit bout de temps, par le système de répartition. Donc je dirais prendre le sujet à bras le corps, pas s'en inquiéter outre mesure, mais finalement trouver un juste milieu pour analyser sa situation et potentiellement se rapprocher de professionnels afin d'être aiguillé, parce que c'est pas toujours très simple de décortiquer le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions sur le sujet. Ouais, carrément. Carrément. Les prochaines étapes pour vous, 43% effectivement souhaitent approfondir seuls ses connaissances. Bah, déjà, le bon réflexe, ça serait peut-être de télécharger notre guide. Je crois qu'on a plus de 140 pages, tout compris sur la retraite et comment l'optimiser, entre guillemets, pour quoi faire, quelles solutions mettre en place, avec qui travailler, en toute objectivité, impartialité et indépendance, bien entendu. Donc peut-être commencer par télécharger notre guide, on l'espère le plus complet possible. Ensuite, effectivement, poursuivre vos investissements en autonomie 36%, et ensuite, personne ne se laisse vivre, déjà c'est bien, et souhaite analyser sa situation avec un conseiller, 21%. Dans ce cas-là, je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous contacter directement. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accompagner. N'hésitez pas non plus à écouter le podcast que j'ai enregistré avec notre partenaire, justement Cali Retraite, sur le relevé individuel de situation, parce qu'il y a quelques anecdotes assez croustillantes qui peuvent voilà, vous donner une vision un peu différente, entre guillemets, de professionnel par rapport à ces situations et aux caisses de retraite de façon globale. Voilà. En tout cas, merci Alexandre, déjà. Merci à toi en tout cas pour de nouveau l'invitation. Eh ben, avec plaisir. J'espère que vous repartez avec quelques idées en tête. Nous, en tout cas, on se fait un plaisir à communiquer de façon pédagogique sur plein de sujets. On y reviendra ensemble, bien sûr. Peut-être sur voilà, d'autres sujets, le rachat de trimestre. On creusera, on aime creuser. Vous aurez le plaisir de retrouver Alexandre prochainement sur un webinaire qu'on fera autour du PER. Je sais que c'est un sujet qui l'anime pas mal. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. Merci Alexandre. Merci Bonne beaucoup. fin de journée pour le coup. Et puis à bientôt sur de prochains webinaires. À bientôt. Au revoir.